L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les oives vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend. Après le temps de la diplomatie, vient le temps de la guerre, et les poilus de nos campagnes se retrouvent, bien malgré eux, dans la tourmente. En particulier, les Toulousains et les Gascons du 17e corps d'armée basé à Toulouse arrivent dans les Ardennes belges en cette fin août 1914. Printemps 1914. Toulouse ne ressentait aucune inquiétude particulière. On ne s'intéressait qu'à la légère augmentation du prix de la douzaine d'œufs et du kilo de sucre. Et c'est tout juste si on entendait dire « Avec le Lorrain Poincaré, c'est sûrement la guerre prochaine ». L'été s'engageait suivant le rythme habituel qui faisait de Toulouse un véritable centre de loisirs. Le 14 juillet fut célébré avec éclat par les traditionnels défilés militaires sur la prairie des Filtres, devant le général Pauline, commandant le 17e corps d'armée. Ce corps d'armée basé à Toulouse avait pour siège la caserne Niel, ancien palais du maréchal Adolphe Niel. Il comprenait deux divisions, la 33e avec le 7e régiment d'infanterie de Cahors, le 9e régiment d'infanterie d'Agen, le 11e et 20e régiment d'infanterie de Montauban et Marmande, et la 34e division avec le 59e régiment de Pamiers, le 14e 83e régiment d'infanterie de Toulouse et Foix et le 88e régiment d'infanterie d'Auch et Mirande. Dans une telle ambiance de sérénité, les Toulousains avaient perçu le drame de Sarajevo comme une simple péripétie d'un conflit balkanique. Mais dès la fin juillet, le rappel des hauts responsables de l'armée commençait à inquiéter les Toulousains. Puis la nouvelle de l'assassinat de Jaurès le 31 juillet s'abattit comme un coup de foudre et enfin, l'ordre de mobilisation apposé dans les rues dès le 1er août 1914 provoqua la ruée destructrice sur les panneaux publicitaires du Bouillon Cube et des succursales de la société Magie, qui en réalité était suisse et non allemande. Cette anecdote révélait bien le climat de tension extrême qui régnait en ce début août. Le 17e corps d'armée fut affecté à la 4e armée aux ordres du général Delangle de Carie. Dès le 3 août, cette armée fut orientée vers la frontière belge entre Meuse et Luxembourg, dans les Ardennes belges. Le 12 août, la concentration des troupes était presque terminée dans la Marne. Le grand quartier général ordonna le 20 août à la 3e, 4e et 5e armée d'attaquer le flanc gauche de l'armée allemande qui participait à l'offensive en Belgique. Et comme l'avait pressenti le généralissime Joffre, les armées françaises avaient un grand avantage numérique que malheureusement l'incompétence des chefs, en particulier des généraux Pauline et Villemejeanne, n'ont pas su exploiter. Sans attendre le retour des patrouilles de reconnaissance chargées de localiser les troupes ennemies, sans l'aide de l'artillerie qui n'a pas pu installer ses batteries, et sur la base de renseignements faux ou imprécis, le 17e corps fut engagé dans les vallées ardennaises, la 33e division vers Bertrix, la 34e division vers Anlois, où elles subirent des pertes effroyables. L'écrivain Galtier-Boissier laisse un récit extrêmement réaliste qui illustre bien la violence des combats et la tragédie de Bertrix et d'Aulois. Soudain un ordre passe, répété par les gradés, tout le monde debout en avant. Toute la ligne de tirailleurs émerge, le commandant crie d'une voix formidable « 3e bataillon à mon commandement, baïonnette au canon !» Juste à cet instant, le soleil perce les nuages, resplendit et nous baigne de ses rayons. Les officiers tirent leurs sabres, nous ajustons nos baïonnettes en marchant, un frisson parcourt les rangs,
mon cœur bat à se rompre, je bout d'impatience. Tous les yeux brillent d'une joie féroce. D'autres lignes de tirailleurs apparaissent. C'est une forêt mouvante de baïonnettes sous les rayons du soleil. Ah, fait un homme, on y va à la fourchette. Faut avoir vu ça. Devant nous un coteau dénudé, pas un arbre, pas un mur, pas un repli de terrain. Les balles sifflent, les shrapnels fusent, les gros obus éclatent et soulèvent des geysers de terre, abasourdis, les oreilles bourdonnantes. Je n'entends pas les ordres qu'on crie. Sourd, muet, saoul de poudre et de bruit, je marche en état d'hypnose. Une seule idée, une seule volonté, en avant, en avant. Je vois confusément des hommes s'écrouler à ma droite, à ma gauche. Le capitaine bondit dans la fumée. Un clairon debout sonne la charge à plein poumon, puis s'abat. Les rangs s'éclaircissent. Maintenant nous progressons par bonds. Au signal de l'adjudant on se dresse, on court droit devant soi, alourdi par le sac, gêné par les cartouchières, le bidon, la musette qui brinque-balle. Puis on se jette par terre. Des hommes butent pendant la course, d'autres s'en frappent à la tête en se relevant. Les balles arrivent par rafales très bas. Ils nous fauchent avec des mitrailleuses, dit mon voisin, qui l'instant d'après ne se relève plus. Encore un bond, l'ennemi qui nous mitraille est toujours invisible. Nous n'avons pas encore tiré un seul coup de fusil. Nous ne sommes plus qu'une dizaine, je reste absolument immobile, recroquevillé entre deux grosses mottes de glaise. J'entends tout près les moulins à café. Tac, 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 les balles ruissellent. C'est un vacarme infernal. À chaque balle qui claque, je pense, celle-ci est pour moi. Soudain, j'entends crier « En arrière, on se replie !» Stupeur, c'est exact. L'adjudant nous fait signe de ramper jusqu'à un petit champ de pommes de terre. Sur les coudes, sur les cuisses, j'avance, le front dans les souliers cloutés d'un camarade. M'y voilà, autour de moi, les balles fouettent la terre, décapitant les fans. Nous sommes à 20 mètres d'une grande route bordée d'arbres. Le fossé de la route, c'est le salut, mais il faut franchir un espace découvert. Sale moment. L'adjudant file comme un trait, puis les hommes passent sans encombre. Je suis le dernier. Je cours de toutes mes forces, je saute dans le fossé, je m'y blottis, sauvé. À perte de vue, la ligne française se replie à travers champs, et je répète hébété, mais on fout le camp, nom de Dieu, on fout le camp. Tous les isolés, tous les survivants des premières vagues qui tout à l'heure étaient accrochés à la crête du coteau à quelques pas de l'ennemi, en voyant les renforts se replier, ont compris, avec quelle angoisse, qu'on les abandonnait. Ils se sont aperçus que leur chef avait été tué. Tout à l'heure, ces soldats enthousiastes, unis dans une commune volonté, n'existaient qu'en fonction de la vague d'assaut qui déferlait irrésistiblement sur l'ennemi. Mais aux premiers ordres de repli, il y a eu rupture d'équilibre. Chaque unité affaiblie, décimée, privée de chef, s'est désagrégée. Les tirailleurs qui montaient héroïquement à l'assaut sous une grêle de mitraille, maintenant qu'ils courent vers l'arrière, sont devenus de simples hommes, jetés dans un affreux cataclysme. Après avoir follement exposé sa peau, chacun s'est repris et veut à tout prix la sauver. Et maintenant, la bataille est perdue. Mais un autre désastre attendait la 33e division. Sur cette photo, prise par les soldats allemands, on peut voir ce qu'il reste du 18e régiment d'artillerie d'Agen. Par erreur, le général Villemejean dirigea une colonne de 9 batteries de 75 sur ce chemin forestier étroit, suivi normalement que par l'infanterie. Alors que la longue file de chevaux, des canons et des caissons de munitions était entièrement engagée, un contre-ordre survint, il fallait faire demi-tour, et pour cela il fallait dételer. Quand survint une colonne ennemie qui n'avait pas été détectée. La lutte a tourné au massacre. Malgré de nombreux actes d'héroïsme, comme ce chef de pièce qui tirait à bout portant juste devant sa pièce, ou celui qui tirait sur ses propres caissons de munitions pour essayer de les faire exploser, ou ce canonnier qui réussit à démonter la culasse de sa pièce
et la porta sur son dos pendant plus d'1 heure pour la cacher. Dans un historique allemand, on peut lire cette terrible description de la route après le combat. C'est le tableau le plus affreux de destruction et d'horreur que les hommes de notre division auront à contempler dans le cours de toute la guerre. Le soir du 22 août 1914, la 34e division avait perdu 2400 soldats et officiers. À la 33e division, le 20e régiment, 1500 soldats et 23 officiers. Le 11e régiment, 1300 soldats. Et le 18e régiment d'artillerie avait pu sauver que 8 canons et quelques hommes. À la bataille des frontières, 27 000 soldats ont perdu la vie le 22 août 1914, certainement le jour le plus sanglant de l'histoire de France. Les raisons de l'échec sanglant du 17e corps furent imputées à une défaillance des troupes. La presse parisienne propagea cette nouvelle qui créa à Toulouse et dans la région stupeur et amertume. Nul ne pouvait admettre que les troupes dont la confiance et l'enthousiasme s'étaient révélés si élevés lors de la mobilisation auraient manqué à leur devoir. Le limogeage immédiat des généraux Pauline et Villemejane et les succès remportés quelques semaines plus tard par ce qui restait du 17e corps au combat de la Marne ont fini par établir la confiance. Bien que la vérité sur Béatrix qui devait réhabiliter les troupes du 17e corps ne sera révélée que bien plus tard. Comment expliquer l'incompétence et la médiocrité reconnues de nombreux généraux en ce début de guerre ? Tous les officiers supérieurs issus des écoles de guerre avaient été choisis dans la diversité politique de l'époque, pro- et anti-Dreyfusards, pro- et anti-boulangistes, pro- et anti-cléricaux, républicains, royalistes, etc. Un conglomérat purement politique avec une moyenne d'âge de 65 ans. Si cela ne nuisait pas à la cohésion de l'armée, ni à l'union sacrée, par contre, aussi bien le chef d'état-major Joffre que le ministre de la guerre Viviani avaient conscience de la faible compétence de ces officiers de salon et de temps de paix, même si beaucoup avaient fait la guerre de 1870. Ils avaient bien essayé de faire une sélection naturelle lors des précédentes manœuvres, en leur imposant des conditions de confort minimum, mais avec peu de résultats. La sélection s'est faite naturellement sur le front, au détriment de la vie des milliers de poilus qui demandaient qu'à servir le pays en faisant confiance à leur chef. Au moment où s'engageait la bataille de la Marne, quelques semaines plus tard, 1/3 des officiers supérieurs avaient été limogés ou mutés à des postes non opérationnels, dont 180 généraux, ce que Pierre Rocolle nomma l'hécatombe des généraux.